Salut les déconfinés, c'est Merej et aujourd'hui on vient parler de John Carpenter, mais pas pour n'importe quel film, pour une rareté. Voilà, un film qui est resté pendant de longues années invisible ou alors en qualité dégueulasse. Et là, eh bien figurez-vous qu'un Blu-ray vient de sortir. Ouh, et donc j'ai enfin pu découvrir ce film que je voulais voir depuis très longtemps sur ma big télévision. Voilà, en version intégrale, puisque le film était sorti au cinéma. D'ailleurs, il était sorti au cinéma en France, bien que ce soit un téléfilm ABC à la base. Il était sorti dans une version qui dure 2h07, et là, la version intégrale dure 2h48. Waouh! Alors, est-ce qu'il faut être fan de Elvis Presley? Eh bien, non, pas forcément, parce que moi, je n'écoute pas spécialement Elvis. J'aime bien sa musique, mais voilà, je suis plus Beatles, on va dire, dans l'idée. Et pourtant, eh bien, ce film m'a vraiment plu. Donc, je vais vous en parler tout de suite. Et c'est vraiment, voilà, une petite rareté, dans la filmographie du Master Carpenter, à plusieurs niveaux. Donc voilà, c'est tout de suite maintenant. Pour commencer, je dirais que le film dégage une atmosphère particulière à propos de Carpenter, pas d'Elvis. Et on sent... Il n'y a pas vraiment d'explication, c'est juste un ressenti de spectateur, mais on sent que c'est un des films de Carpenter les plus personnels. S'il a accepté ce projet, à mon avis, c'est pas pour rien. Il devait être fan du bonhomme, certes, ça c'est possible et plausible, et je pense que c'était le cas. Mais surtout, voilà, je pense que il y avait ce petit côté, voilà, fils à maman. C'est un film là sur un homme qui aime sa mère, qui a perdu son frère jumeau à la naissance, il y a un truc comme ça, sur quelqu'un qui lutte avec les affres de la célébrité, etc., etc. Et donc la difficulté d'être artiste, voilà, l'industrie qui vous broie petit à petit, qui ne vend finalement plus de l'art, mais qui vend un produit. Et donc il connaissait déjà tous les rouages de l'industrie, donc on sent que ce film le touche de près. D'ailleurs, il est amusant de constater que Carpenter joue dans le film. Voilà, il a une apparition hitchcockienne tout au début, et il ne me semble pas qu'il le fasse dans un autre film. Peut-être que je me trompe, mais je suis pas sûr. Donc pourquoi est-ce qu'il le fait ici? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, ça suinte le côté personnel. C'est comme si, voilà, on a l'impression que c'est un film un peu de fan. Voilà, comme s'il le faisait à la gloire d'Elvis. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, le film est très intéressant puisque d'entrée de jeu, mais vraiment tout de suite, on fait un film sur un mythe. Il ne cherche absolument pas à coller à la réalité. On a vraiment l'impression de regarder un livre d'images, et ce, dès le début, dans les années 40, dans sa petite enfance. Ça se passe dans le Mississippi. On le voit avec une petite guitare, enfant, chantant, voilà, dans les quartiers un peu défavorisés avec des noirs, ce qui, voilà, en tant que spectateur, on comprend, voilà, qu'il va s'abreuver de toute cette musicalité noire. D'ailleurs, ça deviendra une de ses particularités, ça va intéresser les producteurs. Les producteurs, voilà, se disent, on a enfin trouvé un blanc qui chante comme un noir. C'est explicitement dit dans le film. Et moi, personnellement, à l'oreille, comme ça, je trouve pas particulièrement, mais en même temps, j'étais pas là à l'époque, et je ne suis pas spécialiste, mais s'ils le disent, c'est que ça devait être vrai. Donc, tout le début du film, c'est la petite enfance. Voilà, on apprend que Elvis avait un frère jumeau, Jesse, qui est mort à la naissance. Il va se recueillir sur sa tombe. Il se parle à lui-même, dans son reflet, dans l'eau. Il se fait casser la gueule par un petit garçon du même âge qui l'appelle Mama's Boy, fils à maman, on va dire. Et toute cette séquence, résume l'intégralité du film, puisque Elvis, ça va être ça, dans le film en tout cas, ça va être un homme qui est en lutte permanente avec sa part d'ombre, avec un vide intérieur qu'il ressent et qu'il doit combler. Le fait que ça soit un fils à maman, puisqu'il fait tout pour sa mère. Voilà, s'il veut briller, c'est pour sa mère. Les premiers gros sous qu'il gagne, il en fait profiter sa mère, il lui offre une Cadillac. Et à partir du moment où sa mère, plus tard dans le métrage, lorsqu'il va faire son service militaire, meurt, c'est là que va commencer, on va dire, la descente, pas vraiment aux enfers dans le film, mais en tout cas dans la réalité,
de Elvis Presley. Ce qui est très intéressant en plus, c'est que c'est très malin de la part de John Carpenter, parce que il fait pas un film comme ça sur un mythe, en expurgeant tous les mauvais côtés, parce que là on pourrait dire ouais, c'est pas très honnête. Il trouve une façon de le faire qui est très habile selon moi. En fait, il place le film au début dans les années 60, en 1969. Voilà, ça fait plusieurs années que Elvis n'a pas chanté. Il est attendu au tournant par tout le monde, on le croit un peu fini. Et en fait, il va s'attarder sur lui, on va rentrer dans sa tête. Voilà, c'est un procédé classique, hein. Et hop, en fait, tout le film est un flashback d'Elvis. Donc, d'une certaine façon, on rentre donc dans l'esprit du King, et c'est à travers ses propres souvenirs que le métrage se déroule. Donc, du coup, c'est beaucoup plus fantasmé, et c'est complètement normal, puisque, ben voilà, hein, quand on se remémore sa propre vie, on va pas forcément se remémorer les mauvais moments, on va plutôt se garder le bon rôle. Et du coup, j'ai trouvé ça très malin comme approche, hein, au niveau de la mise en scène. Voilà, pour faire passer un petit peu la pilule. Et c'est très très bien fait, très très réussi à ce niveau-là. Et puis en plus, ça amène un petit côté double. Voilà, encore une fois, hein, souvent dans le film, il y a cette notion du double. Même quand il est adulte, hein, je vous disais petit, il parle à son reflet. Une fois qu'il est grand, une fois qu'il est connu, une fois que c'est une star, eh bien voilà, il y a beaucoup de scènes avec une très forte lumière où son ombre est projetée, hein, comme une ombre chinoise, et où il se parle à lui-même également. C'est très intéressant. Il y a un petit côté fantastique dans le film, un petit côté Christ résurrection, j'ai trouvé, avec justement ce début, la petite enfance, voilà, qui est très particulier, hein, vous allez voir ce début, avec voilà une tempête, il y a du vent, il y a des feuilles, c'était assez troublant, j'ai trouvé ça assez joli. Et puis voilà, hein, on le voit au début, il tire sur la télévision avec un flingue, il dégomme sa propre image, bam, voilà, l'écran de télévision explose, et cette image, on va la revoir 2 fois, un peu comme s'il se tuait lui-même, et comme s'il revenait à la vie à la fin, voilà, comme s'il y avait une résurrection. Et d'ailleurs, il y a une autre scène où il donne comme ça une croix à une spectatrice. Enfin, voilà, il y a plein de petites choses comme ça dans le scénario. Une autre scène également où sa mère l'appelle au téléphone, comme si elle avait eu des prémonitions sur une scène qui vient juste de se passer. C'est assez marrant, quoi. Un tout petit côté fantastique, comme ça. Très très légèrement, mais où on reconnaît un petit peu le style Carpenter et un petit peu de goût Carpenter. Sinon, en termes de réalisation pure, j'ai trouvé ça très agréable. Il n'y a pas foncièrement de style particulier, mais on reconnaît la patte, hein. On reconnaît voilà ces cadres, ces plans larges, voilà les plans de voiture notamment en contre-plongée. C'est très simple, très bien fait. Il y a beaucoup de plans aussi qui sont assez kubrickiens au centre du centre. C'est très élégant. C'est vraiment très agréable de se retrouver face à une réalisation du maître de ces années-là. C'était quand même juste après Halloween. Halloween qui est peut-être son meilleur film formellement, hein. Donc ouais, c'est carré. Il n'y a pas de souci, hein. Je veux dire, il n'y a pas de génie. Mais on sent qu'il a juste voulu faire briller Elvis et qu'il n'a pas voulu enrober son récit d'une image particulière, d'une imagerie, de plan de caméra complètement dingo. Non, 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 non. Il a fait ça de la façon la plus neutre possible, j'ai envie de dire. Et je trouve ça très, très réussi. Il y a d'autres moments au niveau de la pure réalisation extrêmement bien vus, comme la toute fin du film, avec un fondu enchaîné, vous allez voir, un très très gros plan sur le King, avec voilà plein de fondus comme ça derrière. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est une image extrêmement belle, extrêmement forte. Et voilà, je trouve le début du film et la fin du film très très réussi, très intéressante. Et voilà, hein, c'est pas du génie, comme je disais, mais c'est de très belles factures. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on montre Elvis dans l'intimité, hein. C'est vraiment chez lui, dans sa maison à Graceland, enfin son manoir d'une certaine façon, où il avait ramené toute sa famille à l'intérieur pour se protéger un petit peu du monde extérieur. Donc on le découvre vraiment dans l'intimité. Il y a énormément de musique fabuleuse, hein, qu'on connaît par cœur. Voilà, et ça n'arrête jamais. On l'entend chanter tout le temps. Et alors, la prestation de Kurt Russell,
elle est hallucinante, quoi. C'est-à-dire que je ne pensais pas Kurt Russell capable de faire un truc pareil. Le mec, vraiment... Bon alors, je pourrais chipoter un petit peu en disant que parfois le playback n'est pas magistral, mais vraiment c'était un petit détail, parce que waouh, la prestation qu'il nous donne le petit Kurt, c'est hallucinant, quoi. Il bouge, mais vraiment, j'avais l'impression de voir Elvis Presley parfois. Je l'ai trouvé hyper intense. Alors effectivement, il lui ressemble pas forcément, hein. Un petit peu comme Jason Scott Lee dans Dragon, il ressemble pas à Bruce Lee, mais on y croit. Je ne sais pas pourquoi, c'est la magie du cinéma, ça ne s'explique pas vraiment. Et ben voilà, hein, ça prouve que parfois il suffit juste d'un bon comédien. D'ailleurs, c'est la première rencontre entre Kurt Russell et John Carpenter, et après ils vont faire New York 97 et compagnie. Hein. Donc merci, hein, la rencontre apparemment s'est bien passée, et voilà, de cette alchimie, hein, parce qu'il y a vraiment une alchimie qui est palpable. Eh bien, il va nous sortir tout un tas de chefs-d'œuvre plus tard. Donc pour ça, merci John et merci Kurt. Alors Kurt Russell, qui joue d'ailleurs avec son propre père, Bing Russell, hein, qui jouait dans Les 7 mercenaires par exemple. Et donc voilà, ça crée peut-être un lien particulier, hein, quelque chose, ils se ressemblent. Moi j'ai trouvé ça intéressant. La maman, c'est Shelley Winters, qui jouait notamment dans La Nuit du Chasseur, qui est très émouvante. Et donc c'est vraiment la déesse. Voilà, elle est mise sur un piédestal. Encore une fois, le King fait tout pour elle. C'est absolument bouleversant. D'ailleurs, à propos de King, un petit détail amusant. Hein, tout début de sa carrière, quand il n'est pas encore très connu et qu'il est livreur, il livre, voilà, un petit peu dans un gros camtar des pièces électriques. Eh bien, ça s'appelle, je crois, The Crown Electricity. Donc, on a une couronne dessiné sur le camion, donc même là, c'est déjà un roi. Alors comme je vous le disais, on est dans une sorte d'idéalisation d'un personnage très complexe. Hein. Voilà, on va pas parler de la dernière partie de sa vie, de sa dépendance aux médicaments, ça n'intéresse pas du tout Carpenter, d'ailleurs il arrête le film avant. On va pas du tout parler non plus, ou alors très peu de son côté paranoïaque. Il y a juste une petite scène avec voilà l'assassinat de JFK, où on sent... Hein, qu'il a peur aussi qu'un mec arrive de la foule et le tue. Voilà, mais c'est la seule référence qu'il va y avoir. Et puis surtout, hein, on ne va pas vraiment avouer l'âge véritable de sa femme. Elle avait 14 ans hein, lorsqu'il l'a rencontrée. Alors ça passait à l'époque. Elle était fille de militaire. Il a dû insister auprès de ses parents pour qu'elle vienne vivre chez lui. Il l'a épousée seulement des années plus tard. Mais c'est vrai que c'est pas très MeToo, hein, petit Elvis. Mais là, je pense que tu te ferais taper un petit peu sur les doigts par tout le monde. Priscilla Presley est jouée par Susan Hubley. Elle livre une performance excellente. On la retrouvera plus tard chez Carpenter dans New York 97. Et l'alchimie entre les deux comédiens voilà, est excellente. Donc, comme je le disais, hein, ça c'est encore un problème un petit peu éludé. Là, on va beaucoup plus s'attarder sur la problématique de Priscilla, hein, qui est considérée un petit peu comme un objet. Hein. D'ailleurs, il y a une très belle scène où elle danse toute seule dans cette luxueuse villa où elle est un peu délaissée. On a vraiment l'impression de voir une poupée de porcelaine comme ça qui se déplace de gauche à droite. C'est très intéressant. Et Elvis est absolument incapable de s'occuper d'elle. Il est toujours entouré de ses amis, voilà, de sa famille d'une certaine façon. Et sa famille qui le déshumanise de plus en plus. Il y a une scène absolument à la fois drôle et à la fois terrifiante où il sort une cigarette et là, tout le monde autour de lui sort un briquet. Et voilà, en un seul plan, on a compris sa problématique de vie, quoi. Voilà, c'est un peu comme, je me rappelle dans une interview, il s'adressait à Helen Rawls, celle qui jouait dans Hélène et le garçon, et puis lui disait, c'est quoi voilà, votre problème dans la vie? Puis elle disait, ah, j'en ai vraiment marre qu'on me demande où sont les garçons. Je trouve ça absolument génial et à la fois terrifiant. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle va dehors, elle fait « Alors ça va Hélène? Ils sont où les garçons ?» Toute ta vie quand tu sors, c'est ça. Et Elvis, il le dit dans le film, hein, il a toutes les richesses du monde, voilà, mais il se sent prisonnier, il ne peut plus sortir. Il est obligé de louer les cinémas, il est obligé de louer les endroits qu'il veut pour pouvoir en profiter. Et je dois avouer que c'est particulièrement émouvant. On se rend compte également que c'était quelqu'un de très généreux, qu'il faisait plaisir à son entourage. Le film décide donc de dresser le portrait positif
de Elvis, comme je vous le disais au départ, moi j'ai trouvé ça très intéressant, comme un fantasme hein, d'une certaine façon. Après évidemment, si on est fan absolu, on va dire ouais mais ça, ceci, etc. Pourquoi pas? Mais je trouve que là c'est assumé, comme je vous le disais avec le flashback. Eh bien voilà, hein, c'est comme ça, c'est un peu comme si c'était un rêve fantasmé par Elvis lui-même, un film fantasmé par Elvis. Donc je vous encourage tout de suite à aller découvrir ce film, ce téléfilm de luxe on va dire, qui a été produit pour la ABC en 79, 2 ans après la mort du King. Franchement, c'est très bon, les musiques sont absolument géniales. La prestation de Kurt Russell est démente. Et voilà quoi, j'ai envie de vous dire, si après ça vous n'êtes pas convaincus les petits cocos, eh bien je ne peux plus rien pour vous. Et voilà les déconfinés, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Likez-la ou délikez-la. Inondez-moi de commentaires avec des one for the money, two for the show, ce que vous voulez. Et en tout cas, moi, je serai très vite de retour pour une nouvelle critique. Et d'ailleurs, mon petit doigt me dit que les cinémas vont bientôt réouvrir. Vous avez entendu cette nouvelle? Dans 1 mois, on est de retour. Yes! Allez, ciao les déconfinés.